Je suis fake, je fais semblant depuis le début. Faire semblant, c'est un petit peu mon mantra. Et en anglais, on dit même fake it until you make it. C'est une phrase qui guide ma vie depuis une bonne dizaine d'années. D'ailleurs, lorsqu'on me demande un conseil, en général, je donne cette phrase. Il faut faire semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Et pour moi, c'est le seul moyen d'arriver à tes fins. On peut le dire, mais ma confiance en moi, l'amour de mon corps et de ma tête vient au tout début d'une vaste fumisterie que je me suis imposée à moi-même d'ailleurs. Puisqu'on peut dire que j'ai été une ado qui s'aimait pas. Clairement, j'aimais pas mon corps, j'aimais pas ma tête, j'aimais pas à quoi je ressemblais, je me trouvais pas jolie. Le seul peut-être truc que je trouvais cool, c'était que je me sentais plutôt intelligente. Donc on va dire que j'avais ça déjà pour moi. Mais aimer mon corps, ça a vraiment été une très 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 grande épopée et on peut pas dire que je sois au bout aujourd'hui. Et à cette époque-là, je pense que je rêvais d'être une adulte. J'avais 16-17 ans et je rêvais d'être enfin une adulte pour me sentir enfin à l'aise dans mon corps, pour me sentir enfin confiante en mes propres capacités. Je me disais qu'il y avait un beau jour où, c'est sûr, ça arriverait. Je me lèverais un beau matin et je me dirais, ok, c'est bon. C'est bon, c'est aujourd'hui, je sens que c'est maintenant. Et j'imaginais la moi de 25, je pense 25 ans à cette époque-là, parce que je me rendais pas compte qu'à 25 ans, je n'entrais que là dans ma vie. Mais c'est notre histoire. Je m'imaginais, on va dire, sous mon meilleur jour, où j'avais grandi dans la confiance en moi, où je me sentais belle, où je m'acceptais dans mon corps, ou peut-être j'avais réussi à commencer les activités que j'arrivais pas à commencer. Là, c'est un petit peu pour moi, je parle de la danse et du chant. Hein. Je te vois. Et à ce moment-là, je me disais que lorsque je serais enfin cette Camille qui a confiance en elle, je ferais enfin des actions, par exemple de leaduse, de prendre la parole dans un endroit où j'avais pas forcément l'habitude de le faire, de prendre le lead dans un groupe, dans un travail à l'école, par exemple, ou à l'université. Je me disais que je serais enfin capable de mettre cette robe ou de mettre ces chaussures à talons dans la situation où j'en avais envie. Je me disais que je serais enfin capable de prendre la décision d'aller parler à ce garçon qui me plaît, ou alors d'aller voir cette fille avec qui je suis sûre qu'on pourrait être super copine. Et celle-là, je la voyais, et cette Camille, je la voyais vraiment comme une Camille du futur. Alors qu'en fait, en vrai, c'était la Camille du présent. J'avais juste à faker, à faire semblant. Alors comment tout ça a commencé ? À l'époque, donc, je vous disais, j'étais quelqu'un de très mal dans son corps. J'avais vraiment du mal à m'accepter. Je me trouvais trop grosse, je pense comme toutes les adolescentes à cet âge-là. Je m'habillais beaucoup en couleur foncée. J'avais un style un peu gothique même à l'époque, je me souviens. Je mettais beaucoup de clous, beaucoup de choses qui faisaient un peu peur. Avec le recul, je pense qu'à l'époque, j'avais un peu envie de me construire une espèce de carapace pour qu'on vienne pas m'embêter. J'étais quelqu'un dont on avait peur, globalement. J'étais très sombre, en fait, voilà. Tout simplement, autant dans ma façon d'être que dans ma façon de m'habiller. Je pense que je m'étais protégée, avec notamment les clous que j'avais sur mes bagues, ou mes boucles d'oreilles, ou mes vestes, pour pas qu'on vienne m'embêter. Alors, j'ai jamais eu la tendance de m'habiller très ample, ou de surtout pas montrer mon corps. J'avais surtout l'envie de m'habiller en foncé. Je pense un peu pour qu'on me remarque pas dans une foule. J'ai complètement changé depuis. Je suis passée de quelqu'un de très mélancolique, très nostalgique, très fermée, peut-être froide aussi. Je sais qu'on m'a déjà beaucoup dit que j'étais froide. À aujourd'hui, le symbole de ma vie, et ce que j'essaie de mettre le plus, c'est le soleil. Rien à voir. D'ailleurs, j'aurais pu mettre mes boucles d'oreilles soleil, mais je l'ai pas fait. J'essaye de briller, j'essaie d'être rayonnante, j'essaye en fait de donner envie, à la fois aux gens de me parler, mais à la fois à moi-même de m'accepter comme je suis. Et ce passage-là, il s'est fait environ en une bonne dizaine d'années, puisque ça a commencé, j'avais 17 ans et aujourd'hui j'en ai 27. Et comment ça a commencé ? On va dire que pour aimer mon corps, comme je voyais que ça changeait pas, que j'avais l'impression que je n'avais aucun impact sur mon poids, par exemple, je sais qu'à plusieurs moments j'ai essayé de perdre du poids, j'ai essayé de me muscler, j'avais l'impression de n'avoir aucun impact en fait. Tout ce que je faisais était complètement sans résultat. Du coup, je me suis dit, ok, je vais faire une méthode. J'ai inventé ma méthode, hein, clairement. Et à l'époque, je me disais, je vais essayer de toute façon. De toute façon, ça me coûte quoi de le faire vraiment pas longtemps dans ma journée. Et donc, je commençais par aller devant mon miroir, me regarder comme ça, de haut en bas, et me dire, tu es belle. Alors, je vous cache pas qu'au début, je me sentais vraiment débile, de me dire, non mais n'importe quoi, tu penses vraiment que ça va marcher, enfin... euh, réveille-toi, c'est pas juste en te parlant que ça va fonctionner. Attention, il y a la suite qui arrive. Et donc, je me disais que j'étais belle. Au-delà de ça, je me disais aussi que mon corps, il était en bonne santé, dans le sens où j'ai la chance de ne pas avoir de handicap, j'ai la chance de marcher sur mes deux jambes. Je fais aussi du sport. À l'époque, je faisais que de l'équitation. Et ce corps-là, il me permettait finalement de faire mon activité, de m'amuser, d'être libre, de pouvoir me déplacer comme j'en avais envie. Et je l'ai pris comme ça. Alors, ça peut paraître un peu bateau, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai compris et que j'ai ressenti à l'intérieur de moi.
Au début, je me trouvais un peu bête de faire tout ça. Et puis au fur et à mesure, je me disais, ouais, c'est vrai que regarde, si tu fais comme ça, ton angle il est plutôt joli. Je sais pas, tes yeux sont plutôt beaux, mêlés en valeur. J'avais envie d'avoir des beaux cheveux aussi, donc j'essayais de les soigner. Et tout ça, c'est fou à dire, hein, mais au bout d'un moment, bah, j'avais de moins en moins de mal à me convaincre. Genre juste, je le pensais. Je me voyais, je me disais, t'es plutôt belle aujourd'hui. Parce que, bah, par exemple, j'avais mis une tenue qui me faisait me sentir belle. Et au fur et à mesure, ça a commencé à rentrer dans ma tête. Et ça a aussi commencé à rentrer dans mes comportements. Où au lieu d'être quelqu'un qui était assez discret, de jamais me montrer, de jamais m'imposer, de jamais parler aussi, bah, j'ai commencé un petit peu à assumer un peu plus mes propos, à essayer de prendre la parole à des moments où je l'aurais peut-être pas fait avant. En fait, cette vision de je suis belle, slash, on va dire j'ai confiance en moi, je mérite d'être là, je mérite d'exister. D'abord, c'est des paroles, après, c'est devenu des comportements, et à la toute fin, c'est devenu une part de mon identité. Et je dis à la toute fin, mais on va dire c'est à la toute fin de mon adolescence, quoi. Et aujourd'hui, bah, j'y crois. Il y a des trucs qui m'ont beaucoup aidé, le sport notamment, parce que je commençais à prendre un petit peu de niveau dans l'équitation. Et parce que c'était une activité que tout le monde maîtrise pas et que tout le monde fait pas. Donc je trouvais ça un peu stylé aussi d'être cavalière, de pouvoir monter à cheval, de pouvoir maîtriser une bête qui fait on va dire 5 à 700 kilos. Je trouvais ça fou. Et en fait, j'ai commencé à assumer que je montais bien, à assumer que j'avais une bonne culture musicale, à assumer que j'étais plutôt intelligente. Et tout ça a participé à me convaincre moi-même que oui, j'avais ces qualités-là. En fait, je me suis focalisée sur mes forces, sur ce que je réussissais à faire pour me définir et pas sur les manquements, les problèmes, les symptômes que j'ai. Et qui, je trouve, un peu la tendance, en tout cas quand on est adolescent ou jeune adulte, à se dire non, mais moi je suis pas si forte, un peu à minimiser ses compétences. Et c'est un truc qui me plaisait plus du tout. Et je sentais que ça n'allait plus du tout avec mon mindset. Il y a un truc aussi, je trouve, qui est game changer. C'est de commencer à accepter les compliments. Euh, En vrai, il y a rien de plus basique, mais quand quelqu'un vous fait un compliment, ça vient du cœur. C'est quelque chose qu'on a envie de dire. Si on n'a pas envie de le dire, on le dit pas. C'est quelque chose que même quand on est la personne qui donne un compliment, on peut avoir un peu de mal à le faire. Et là, on prend enfin notre courage à deux mains pour faire un compliment à quelqu'un, la personne nous fait non mais n'importe quoi, c'est faux, ton jugement est mauvais. Non mais en vrai, on se prend pour qui? C'est un changement dans mon comportement qui m'a permis d'accepter. Je vous donne un exemple, on pouvait me dire t'es belle, je disais non mais n'importe quoi, c'est juste parce que je suis maquillée ou c'est juste parce que je suis habillée comme ça. Et en fait, je me suis aussi mis à la place des gens qui faisaient des compliments. Et je me dis moi quand je fais un compliment, c'est que j'ai envie de le faire, c'est que j'ai envie que la personne elle le reçoive. Potentiellement c'est un peu dur pour moi aussi de le dire parce que bah ça peut être un peu intimidant et tout, mais je le fais, je prends mon courage à deux mains, j'y vais. Et c'est aussi à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me dire ok, je vais pas répondre en mode non non, ton compliment n'est pas valide. Je vais dire, bah merci. Merci de m'avoir fait ce compliment, merci d'avoir pris le temps de me dire ça. Un truc qui est un tout petit peu plus arrogant, mais que je trouve sympa, je dis parfois je sais. Vous allez rigoler, mais quand j'essaie de me faire belle, que je me maquille, que je mets un bel outfit, que j'essaye d'avoir une posture de personne qui a confiance en elle, bah le fait qu'on me le confirme, bah en fait c'est exactement l'identité que j'ai voulu me donner. C'est exactement ça que j'ai voulu montrer. Alors c'est un peu provoquant, hein, c'est pour rigoler, je le fais pas forcément avec des personnes qui me sont inconnues, mais un peu pour titiller aussi, pour montrer que j'ai confiance en moi et que c'est pas uniquement le compliment de la personne qui va faire que j'ai confiance. Parce qu'en fait, j'ai déjà confiance. Et en fait, le fondement de tout ça, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai pas modifié ma croyance. J'ai pas essayé, juste à base de discours intérieur, de changer. J'ai vraiment changé mes comportements. Et pourquoi j'ai pas voulu essayer de changer mon système de croyance? C'est parce que le système de croyance de toute personne sur cette terre, c'est quelque chose qui est extrêmement robuste. Pour faire changer une croyance de quelqu'un, il suffit pas de lui dire quelque chose. Je reprends tout le temps cet exemple, mais je trouve qu'il est vraiment bien. Une personne qui croit fondamentalement que la Terre est plate, c'est pas en lui disant non mais tu sais que la Terre est pas plate, elle est ronde, qui va vous faire ah non mais oui, c'est vrai. Bah je me suis trompée, je vais changer tout mon système de croyance parce que cette personne, pour avoir cette croyance, elle s'est forgé tout un univers, tout un système où elle s'est par exemple renseignée sur des documentaires qui montraient que la Terre était plate. Et grâce à toutes ces petites preuves, elle s'est forgé son système de croyance. Et donc, elle ne peut pas fondamentalement changer sa croyance. Il faudrait qu'alors elle change tout son univers. Et ça, c'est beaucoup trop incohérent pour pouvoir accepter que la Terre est ronde avec une seule phrase. Ce que je veux dire là, c'est qu'en fait, nos croyances, elles nous viennent de tout l'environnement, de toutes ces micro-preuves qu'on a emmagasinées au fil de notre vie pour nous prouver des trucs. Je pense par exemple aux filles qui sont très jolies
et à qui on leur répète sans cesse: «Ah, t'es belle, t'es jolie, t'es magnifique, t'es sublime», ces personnes-là, elles vont en quelque sorte avoir un retour de leur environnement sur leur physique. C'est-à-dire, tu apparais belle aux yeux de ton environnement. Et ben, au fur et à mesure, toutes ces petites micro-preuves peuvent l'amener à changer sa croyance sur elle-même et donc à changer son identité. On passe de quelqu'un qui était, je sais pas, peut-être pas forcément tourné vers le physique, à se dire: «Ah ouais, les gens me voient comme une personne jolie, ça fait maintenant partie de mon identité». Et si de base, notre croyance, c'est qu'on n'a pas confiance en nous, et ben c'est pas la croyance qu'on va aller changer, c'est nos comportements. C'est pour ça que je vous dis que moi, j'ai commencé par changer mon comportement. Je suis allée devant le miroir et j'ai commencé à me parler. Au début, ça pouvait paraître un petit peu à côté de la plaque, sauf que je sais que ça a fonctionné puisque je l'ai expérimenté sur moi. Par exemple, lorsque je monte à cheval et que je vois que j'ai réussi un exercice, que mon coach me dit euh, que mon cheval est en train de réaliser l'exercice que je lui demande, bah, c'est une preuve de mon environnement que j'ai réussi. Et c'est par cette somme de micro-preuves que je vais commencer à penser que je suis une bonne cavalière. Et ce changement de comportement, pour moi, il passe par 4 choses super importantes. La première, c'est de se parler gentiment. Puisque la façon dont on se parle a un impact sur nos croyances sur nous-mêmes, sur notre identité. Si je me dis à longueur de journée que je suis bête, que je vaux pas la peine que quelqu'un fasse des efforts pour moi, ben en fait, je vais finir par l'intérioriser. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut pas ça. La deuxième chose, c'est pratiquer. Franchement, il n'y a pas de secret. Pratiquer pour devenir meilleur. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en dansant qu'on devient danseur, c'est en montant à cheval qu'on devient cavalier. La troisième chose pour moi, c'est de célébrer ses pas en avant. Alors, célébrer, ça ne veut pas forcément dire faire une grosse fête, mais ça veut dire notifier qu'on a réussi à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Par exemple, moi, mon premier objectif, quand j'ai commencé l'exercice du miroir, c'était d'accepter mon corps. Mais malheureusement, je m'étais pas donné d'objectif. Je savais pas vraiment quantifier le jour où finalement, j'accepterais mon corps. Et un beau jour, je me souviens très bien, m'être dit: «Ah bah c'est bon là, c'est bon, t'as rempli l'objectif». Pour moi, ce qui est super important là-dedans, c'est qu'en fait, on a souvent tendance à se rappeler le négatif de toutes les situations, hein, d'ailleurs. C'est le cerveau humain est fait comme ça. Mais on a tendance aussi à oublier ce qu'on a bien fait. On a tendance à oublier d'où on part et où on va. Je pense à ma sœur, qui montait à cheval en compétition à l'obstacle il y a quelques années. Et son objectif, c'était d'aller sauter en concours 1,10 m. Et ça a été pendant très longtemps son rêve. Elle nous répétait beaucoup: je vais aller faire le 1,10 m, je vais aller faire le 1,10 m. Un jour, elle a fait son 1,10 m. Et je peux vous dire que 5 minutes après avoir fini son tour, sans faute en plus, elle nous a dit: ok, maintenant c'est le 1,15 m. Sauf que ma mère et moi, je me souviens qu'on lui a dit: mais t'es pas contente là d'avoir fait ton 1,10 m? C'est ton objectif depuis super longtemps. Tu veux pas qu'on célèbre? Tu veux pas qu'on profite? Qu'on aille peut-être se détendre 5 minutes avant de passer à l'objectif suivant? Et je sais qu'à l'époque, elle était vraiment pas dans cette façon de penser. Et elle avait juste son objectif d'après dans la tête. Sauf que, il y a quelques années, elle nous a dit aussi qu'elle regrettait un petit peu de ne pas avoir suffisamment célébré ce moment-là parce qu'elle avait réussi quelque chose. Elle avait réussi son objectif principal. Et pour moi, la quatrième chose super importante lorsqu'on veut changer ses comportements, c'est de volontairement bousculer ses habitudes. On a tous des habitudes qu'on fait par automatisme. On réfléchit même pas forcément à comment on mène nos journées. Sauf que lorsqu'on reste dans ces mêmes habitudes, forcément, on a les mêmes comportements et on entretient nos mêmes croyances et notre même identité. Par exemple, je pense à moi, j'osais jamais prendre la parole en classe. Tous mes bulletins étaient remplis de la même chose, c'est-à-dire discrète, on l'entend pas. Sauf qu'un jour, et je crois que c'était même à la fac de psycho, je me suis dit: ok, j'en ai marre d'être la personne qu'on n'entend pas, qui est toujours en retrait, je vais prendre la parole. Et j'ai commencé à me forcer, au début je me forçais à lever la main pour essayer de répondre à la question du prof. Alors je dis pas que ça marchait tout le temps, parfois j'avais juste pas la bonne réponse, mais au moins je m'habituais à changer ce comportement, c'est-à-dire au lieu d'être passive, j'étais plus active dans cet environnement-là, donc de l'école, de la classe, de l'université. À ce moment-là, mon objectif c'était de prendre la parole une fois et de voir. En vrai, ça allait pas me tuer, je savais pas vraiment ce que ça allait parce que je l'avais jamais vraiment fait, donc mon objectif c'était de le faire une fois. Je l'ai fait une fois, et ça a potentiellement marché. Et vous vous rappelez ce que je vous ai dit en troisième objectif, il faut célébrer. À ce moment-là, bien sûr, j'ai pas sauté de joie, mais je me dis: ok, je l'ai fait. Et ça s'est bien passé. Et en vrai, même si ça se passe pas bien, c'est pas sur une seule fois qu'on va pouvoir mesurer un progrès. Il faut le faire plusieurs fois. Donc l'objectif suivant, c'est de le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et d'en faire un comportement qui arrête de nous faire peur, mais plutôt d'en faire un comportement qui nous challenge. Parce que si on attend de faire parfaitement, on fera jamais. Et ça me fait une très bonne transition pour la deuxième partie, que j'ai appelée « Fait est mieux que parfait ». Alors, franchement, cette phrase, ça fait pas longtemps que je la connais, alors que j'aurais pu la découvrir bien avant. Mais en fait, je l'ai entendue, et elle m'a fait l'effet littéralement d'un électrochoc. À tel point que j'ai envoyé un message à mon copain, je lui ai dit:
j'ai entendu cette phrase, je crois qu'elle va me matrixer. Et spoiler, c'est bon, elle m'a matrixée. Maintenant, elle est ancrée dans mes veines autant que fake it until you make it. Donc mes deux mantras, c'est vraiment fake it until you make it et fait est mieux que parfait. Et c'est marrant cette tendance qu'on a en tant qu'humain à se dire je vais pas faire ça tant que je suis pas sûre que ce sera parfait. C'est-à-dire que je vais pas prendre de cours de danse avant de savoir exactement danser. Je vais pas prendre de cours de chant avant de savoir exactement chanter. Je vais pas aller passer cet examen avant d'avoir 100% à toutes mes séries. Je vais pas aller monter à cheval tant que je sais pas monter à cheval. C'est absurde ce que je viens de dire là. Si on monte pas à cheval, on saura jamais monter à cheval. Si on commence pas à chanter, on saura jamais chanter. C'est quelque chose que j'ai bien compris en commençant la danse. Puisqu'il y a plein de mouvements que je voyais les professeurs faire et que intellectuellement je comprenais pas. Par exemple, je comprenais pas où le bras gauche allait, où la jambe droite allait, et j'osais pas le faire. Ou je restais plantée là, où je me disais que, je sais pas, il y a un éclair de génie qui allait me traverser, et que d'un coup j'allais savoir faire le mouvement. Bah non. Il faut faire. Il faut tenter, il faut essayer. Mais je sais que parfois, ça peut être difficile par rapport au regard des autres, notamment en cours de danse, où on est, je sais pas, 10, 15, 20 personnes, parfois avec que des personnes qui sont meilleures que nous. On va pas oser le faire. Sauf que c'est exactement comme ça qu'on va entretenir notre niveau débutant. Et moi, je sais que c'est un truc que j'ai toujours admiré chez une catégorie de personnes, vous allez voir de qui je parle, ces personnes-là qui, dans le cours de danse, dans le cours d'équitation, à l'école, vont lever la main, vont aller faire un solo, vont essayer de faire le pas que la prof de danse vient de donner, juste parce qu'en fait, ils s'en foutent. Eux, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour progresser, ils sont là pour danser, ils sont là pour monter à cheval, ils sont là pour faire, ils sont là pour apprendre. Ils ont payé. Et leur argent, croyez-moi bien qu'ils vont le rentabiliser, qu'ils vont pas aller se mettre au fond de la salle à regarder les autres, eux, utiliser leur cours. Et honnêtement, j'ai déjà été envieuse de cette personne. Vraiment, je me disais, mais comment elle fait, elle, pour y aller? Moi, j'ose pas, j'y arrive pas. Je voudrais être cette personne, aussi beaucoup, qui va un peu sans réfléchir. Et en vrai, je vous le dis, mais je l'ai fait. Dans le sens où j'ai pas attendu mes 27 ans pour aller devant en cours de danse. J'ai pas attendu mes 27 ans pour passer la première lorsque le prof d'équitation demande qui veut y aller. Parce que là, je vous jure que on se regarde tous en mode oula, qui va aller se jeter à l'eau en premier? Et donc, j'ai pas attendu. Au tout début de mes cours de danse, j'allais au fond. Parce que bah voilà, je connaissais pas. Je me disais forcément qu'il y avait des filles qui savaient danser mieux que moi. Et au fur et à mesure, du fond, je suis passée à la ligne suivante, à la ligne suivante. Et aujourd'hui, régulièrement, pas tout le temps, je vais devant. Je vais devant, j'assume, j'essaye, et je me mets vraiment dans ma bulle. Avant, j'étais derrière et je regardais tout le monde. Maintenant, je suis devant et je ne regarde que moi dans le miroir. Et je pense aussi que j'ai cassé une de mes croyances qui était que j'étais timide, que j'étais introvertie, que j'étais pas capable de mener un groupe. Alors qu'en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que être leaduse, c'était une posture qui m'intéressait. Juste, j'osais pas. J'osais pas. Et avec cette phrase, fait est mieux que parfait, j'ai commencé à me placer dans une posture de leaduse alors que j'étais pas persuadée que je serais une bonne leaduse. Et en vrai, je sais même pas si je suis une bonne leaduse aujourd'hui. Je découvrirai peut-être dans 20 ans, je sais pas. Mais j'ai commencé à le faire sans être sûre que ça marche. Et ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai fait un petit peu un retour en arrière où, à 16 ans, jamais j'aurais pris le lead d'un projet où on était plusieurs. J'aurais un peu attendu passivement que quelqu'un le fasse. Et aujourd'hui, à 27 ans, tu me mets dans un groupe, si je sens qu'il y a personne qui a cette énergie, cette motivation, ce moteur-là, bah, je vais me mettre en position de leader du groupe. Parce que je me rends compte qu'il faut avancer, qu'il faut faire les choses et que c'est pas en attendant que quelqu'un se décide qu'on va avancer. Et je peux le dire aujourd'hui, à 27 ans, j'aspire à être une leaduse. Alors même si c'est que la leaduse de moi-même, de mon business à moi, des choses que je fais seule, bah, je veux être une leaduse en fait. Et j'assume de pas être une leaduse parfaite, j'assume d'être une leaduse qui se cherche, qui s'améliore, qui a envie de faire mieux et qui un jour deviendra peut-être une leaduse au moins affirmée, si ce n'est accomplie, ou en tout cas qui a confiance dans sa capacité à leader. Et ce que je veux mettre en avant là-dedans, surtout, c'est que mes comportements, ils ont participé et ils ont même engendré le changement d'identité que j'ai vécu entre mes 16 et mes 27 ans. 16 ans, introvertie, timide, discrète, assez sombre, mélancolique, je vivais dans le passé, clairement. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, j'aspire à être une personne rayonnante, j'aspire à être de plus en plus solaire chaque jour. Je suis une personne qui a envie de briller, qui a envie de rayonner, qui a envie d'être inspirante. Ça, c'est quelque chose que je n'osais pas forcément dire avant, mais j'ai envie d'être une source d'inspiration.
Je sais pas si je le serai un jour, mais en tout cas, c'est quelque chose que je veux. Et tout ça, ça a participé à changer mon identité. J'ai envie d'être lumineuse, j'ai envie d'avoir un moteur interne fort, j'ai envie de faire les choses par moi-même, j'ai envie de décider pour moi, d'être autonome, j'ai envie de vivre dans le présent aussi, chose que je ne faisais pas du tout avant. Et tout ça, tous ces comportements, ils ont littéralement participé à changer mon identité. Et je trouve ça d'une puissance incroyable. Mes comportements m'ont aidé à changer mon identité. Mon identité que je pensais à 16 ans être révolue pour toute la vie, où j'allais être quelqu'un de sombre, de triste, et de pas heureuse d'être là finalement. Et ça m'amène à la troisième partie de ce podcast. Vous êtes peut-être dit que là, je vous parle de mes 16 ans et je vous parle de mes 27 ans. Il s'est quand même passé 11 ans entre les deux. C'est long pour changer des comportements. Alors oui, clairement. Mais ce que j'ai envie de dire là, c'est que j'ai commencé à 16 ans à changer mes comportements. Mais c'est pas qu'aujourd'hui que j'en récolte les fruits. Je sais très bien qu'entre mes 16 et mes, on va dire, 22-23 ans, la fin de mes études, et aujourd'hui, j'ai encore évolué. Là, je prends un laps de temps très grand parce que j'ai fait un très grand changement aussi dans mon identité. Mais il suffit de moins de temps pour changer une habitude. Il existe d'ailleurs, je ne sais pas si vous la connaissez, l'espèce de règle un peu des 21 jours pour changer une habitude. Alors pour faire cet épisode, je me suis penchée un peu sur cette règle puisque je la connais, mais étant une personne qui n'aime pas les neuromythes, qui n'aime pas les chiffres comme ça qu'on balance, style on n'utilise que 10% de son cerveau, non, c'est faux. Je vous en parlerai d'ailleurs dans un prochain épisode. Je me suis dit, mais est-ce que 21 jours, c'est vraiment quelque chose ? Je me suis renseignée et il se trouve qu'il y a plusieurs études en psychologie qui ont montré que 21 jours, c'est à peu près un laps de temps qui nous permettent d'implémenter de nouvelles habitudes. Alors 21 jours, c'est 3 semaines et ça a une importance. Nous, forcément, les êtres humains, on fonctionne en mois, en années, en semaines, en jours. Ou pendant ces laps de temps-là, on va répéter des cycles. Et 3 semaines, c'est 3 fois la répétition d'un cycle d'une semaine. 3 fois où on a le temps de mettre en place de nouvelles habitudes, par exemple le lundi matin, de les tester le mercredi et de se reposer le week-end. Et si on le fait 3 fois, c'est que déjà, on a mis en place quelque chose de fort. Alors attention, c'est 21 jours. C'est 21 jours consécutifs. Ça marche pas si c'est une semaine, puis on a un mois où on se laisse aller, puis une semaine. C'est vraiment 21 jours consécutifs où il faut s'obliger, se forcer à changer ses comportements. Et ça, en vue d'un changement plus durable. Et j'ai répertorié 3 niveaux pour lesquels ce cycle de 21 jours semble changer des choses. Alors déjà, le niveau le plus interne, le plus intérieur, on va dire, se passe ici. C'est le niveau cérébral. Alors si vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne dans le cerveau, on a plein de neurones. On va dire que les neurones, c'est des points, et qu'entre eux, il y a des connexions qui se créent. Une connexion entre 2 neurones permet de faire passer une information d'un neurone à l'autre. Et plus ces connexions sont nombreuses, plus les messages vont vite dans le cerveau. Donc quand vous apprenez une nouvelle chose, il y a littéralement, j'essaierai de vous glisser une petite image pour ceux qui regardent en vidéo, de la force des nouvelles connexions cérébrales. C'est un truc de fou. C'est même magnifique, je trouve, à regarder. En fait, dans ton cerveau, des connexions vont se créer entre les zones cérébrales que tu vas mobiliser pour mettre ta nouvelle habitude en place. Et au début, c'est difficile parce que la connexion, elle n'existe pas, donc c'est un effort. Et au fur et à mesure, la connexion est de plus en plus efficiente, de plus en plus rapide. Pensez par exemple à 2 personnes qui ne sont pas amies, mais qui ont beaucoup de points communs et vous sentez qu'elles pourraient être copines. Et ces personnes-là, au début, ça va être un petit peu difficile de parler puisque on ne connaît pas encore les réactions de la personne, on ne sait pas comment elle pense, on ne connaît pas ses idées. Et au début, ça va être compliqué. Puis au fur et à mesure, on va se trouver 1 point commun, 2 points communs, 3 points communs. Et au bout de quelques temps, on va même parfois réussir à savoir ce que la personne pense avant même qu'elle ait parlé. Et c'est le même principe. Un deuxième changement, c'est le niveau logistique. J'en ai parlé tout à l'heure, mais les comportements peuvent avoir une certaine forme d'autonomie. Voilà, je me lève le matin, je vais me brosser les dents, je regarde TikTok, très mauvaise habitude. Après, je vais manger mon petit-déj, après j'allume mon ordi. Cet enchaînement-là, si on veut implémenter une nouvelle habitude, il faut le casser. Mais pour le casser, il faut savoir ce qu'on doit faire à la place. Parce que c'est bien beau de se dire je vais arrêter TikTok, mais pour ne pas me tenter à aller sur mon téléphone, il faut que je fasse autre chose pour détourner mon attention. Et donc, il faut déjà penser à ce qu'on appelle une séquence comportementale. Par exemple, on va se créer une nouvelle routine. Notez par exemple sur la porte de votre chambre, parce que dès que vous allez vous lever, vous allez voir cette routine-là, vous allez la visualiser, et ça va être un outil super fort. Par exemple, demain je me lève, j'ouvre mes fenêtres, je fais mon lit, je fais un câlin à mon chien, je vais manger. Vous allez en fait programmer tout ce que vous allez faire pour vous détourner du comportement qui est le comportement que vous voulez changer. Et le troisième niveau, c'est le niveau comportemental.
Pour mettre en place des nouvelles habitudes, tu vas devoir potentiellement désapprendre tes anciennes habitudes. Et ça peut être super compliqué. Parfois, désapprendre est plus compliqué que d'apprendre une nouvelle chose. Et pour désapprendre, on va devoir utiliser ce qu'on appelle l'inhibition, qui va nous permettre de stopper un automatisme, de stopper un comportement. Parfois, c'est difficile d'inhiber un comportement, alors que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire depuis toujours. Et par exemple, ce qui peut être intéressant pour sortir de ce schéma d'automatisme, c'est de se mettre dans son environnement des petits éléments, des petits objets qui vont nous rappeler qu'il faut qu'on change d'habitude. Par exemple, si le soir, vous avez envie de lire, au lieu de scroller sur votre téléphone, il faut que le livre que vous lisez soit posé sur votre oreiller. Parce que ça va envoyer à votre cerveau le message de « Ah oui, tiens, c'est vrai qu'il y a un livre là ». Alors, je vous dis pas que vous allez d'office le premier soir le prendre et lire 50 pages, mais au moins, en fait, vous le mettez dans votre environnement. Donc, je vous l'ai dit, moi, j'ai commencé par faire semblant, par faker. Parce que c'est le seul moyen à ce moment-là que j'ai trouvé pour changer mes comportements, puisque j'avais pas assez de moteur pour les changer toute seule. J'ai commencé à faker, et il se trouve qu'aujourd'hui, après avoir faké franchement un grand nombre de choses, je peux le dire, j'ai changé mon identité grâce à ça. Mes comportements, mon changement de comportement a façonné mon changement d'identité. Et je ne peux être que très fière de qui j'étais à 16 ans et de qui je suis aujourd'hui à 27, parce qu'une grande partie des objectifs que je me suis fixés, des nouveaux comportements que je voulais implémenter ou des habitudes que je voulais implémenter, jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à le faire. Alors, j'en ai encore des tonnes, bien sûr. Je ne suis pas encore assez disciplinée, notamment pour le podcast. Je ne suis pas encore assez acharnée au travail, ça je le sais. Je vais le mettre en place, mais chaque chose en son temps déjà. J'ai tellement changé de choses sur moi qu'aujourd'hui, je ne peux que être fière d'avoir eu un jour cette devise qui peut sembler un peu superficielle. Je vous le cache pas et je me le cache pas. Au début, ça me paraissait superficiel quand j'ai commencé à me dire « je suis belle dans le miroir ». Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était pas superficiel. C'était juste un outil duquel je me suis servie pour atteindre mes fins. Et maintenant que je suis arrivée à un point où je suis très contente de moi, même si j'ai encore une grande route devant, je me dis que l'important, c'est pas la méthode, mais c'est vraiment mon résultat pour y être arrivée. Et ce qui est intéressant aussi, je finirai là-dessus, c'est que le fake, au début, ça peut être un peu inconfortable de penser quelque chose sur nous qui est pas vrai, puisqu'on est en train de se mentir finalement au début. Mais ce qui est super intéressant, c'est que pour réduire ce gap entre le fake dans ma tête et ma vraie vie, eh bien, petit à petit, on va dire qu'ils sont éloignés, on va les rapprocher en changeant nos comportements ou en changeant nos croyances. Et les deux vont finir par se rejoindre au milieu pour faire un équilibre entre mes croyances et mes comportements. Et c'est à ce moment-là on change littéralement d'identité. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous avez aimé aussi le décor. J'ai tenté quelque chose de nouveau. C'est très nature, puisqu'il fait beau, donc il faut en profiter. J'espère que ça aura pu vous parler un petit peu, cet épisode. Moi, c'est quelque chose que j'ai dans ma tête tous les jours. Fake it until you make it et fait mieux que parfait. C'est mes 2 mantras de vie. C'est trop important pour moi, je les suis tous les jours. Et voilà. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!